Bonsoir à tous. Merci d'être venus déjà si nombreux à une heure si matinale, un samedi, où d'habitude on reste peut-être un peu plus longtemps sur l'oreiller. Alors, je vous propose pour cette première table ronde de vous présenter nos deux invités. Mais avant, il faut que je vous présente les excuses de Véronique Morera, la présidente nationale de l'USEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré des écoles primaires, qui a malheureusement connu un drame dans sa famille, un décès qui la prive donc de cette participation à la table ronde. Donc nous ferons cette table ronde à deux et avec deux intervenants, et nous lui souhaitons bien entendu bon courage pour cette période difficile. Alors, nous avons donc deux intervenants aujourd'hui. À ma gauche, Bernard Turpin, qui a été professeur d'EPS honoraire et qui était responsable de la section football au lycée Fourier, qui a été entraîneur pendant 40 ans à la GIA. 40. Oui, 40 ans. J'ai dit quoi? J'ai dit 40 ans. Ouais. Il a peut-être cru que je disais 4 ans. Non. Donc 40 ans, et qui a été très investi dans le milieu du sport, et qui donc a cette particularité très intéressante d'être à la charnière à la fois du public et du privé, des clubs et de l'enseignement. Vous savez qu'il y avait une petite polémique au début des Jeux Olympiques. Notre cher président trouvait que les clubs n'intervenaient pas assez dans la formation des jeunes, et que l'éducation nationale était un petit peu, si je puis dire, cette métaphore sportive, molle du genou. Et donc, vous vous souvenez, Amélie Oudéa-Castéra avait repris cette polémique. Donc, il pourra nous donner un regard aiguisé et intéressant. Alors, il fait figure d'autorité, hein, c'est le cas de le dire, par sa longue expérience. Il est invité régulièrement, comme ici, à des colloques. Il participe à des séminaires et a commis plusieurs ouvrages qui sont maintenant malheureusement épuisés, comme par exemple préparation et entraînement du footballeur. Et c'est un grand spécialiste des techniques d'entraînement et de la préparation. Nous avons à ma droite Abderrazak El Badawi, qui est un athlète amateur au départ, semi-professionnel, et qui est maintenant ultra-marathonien. Donc je précise qu'il s'agit de fond et de demi-fond, mais je pense que tout le monde le sait. Il s'est beaucoup investi dans le monde de la compétition au début, et puis ensuite il s'est plutôt tourné vers des exploits sportifs. On verra si d'ailleurs le terme d'exploit sportif convient. La presse s'est fait les échos de plusieurs de ces grandes aventures, notamment en 2019, où il a, pendant une trentaine d'étapes, trentaine de journées, relié Mbzou, dans le Moyen Atlas marocain, à plus d'une centaine de kilomètres de Marrakech, depuis Auxerre. Et il a réussi cet exploit de faire pratiquement 2 marathons par jour, entre 60 et 70 kilomètres. Il a aussi rejoint, mais on ne va pas tout de suite le dire, la tour du Burj Khalifa à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, en partant de la tour Eiffel, mais cette fois à vélo, en 2020, et le tout en 45 jours. Donc l'un et l'autre, vous l'avez compris, sont des praticiens de leur discipline, des gens qui ont beaucoup de retours sur expérience, comme on dit, qui ont connu aussi les évolutions de leur discipline. Ce ne sont pas tout jeunes, ce ne sont pas des novices dans la discipline. Tous les deux, ils sont complémentaires, puisque l'un est plutôt dans le sport individuel, l'autre dans le sport collectif. Ils ont aussi tous les deux contribué à faire rayonner le département de l'Yonne, à le faire connaître par si vous voulez, les résultats et les retours médiatiques de leurs activités. Et puis pour terminer, on pourrait peut-être dire aussi que c'est en quelque sorte la table ronde régionale de l'étape. Et je me mets dedans puisqu'ils sont tous les deux auxerrois. Alors, nous allons bien sûr traiter du sujet. Peut-on jouer sans règles? Peut-on s'entraîner sans coach?
Mais bon, ces deux questions sont peut-être un peu insidieuses, un peu piégées, puisque la réponse, vous l'imaginez, est globalement négative. L'inverse ressortit plus de l'ordre de l'exception. Donc c'est bien de l'autorité que nous allons parler, de l'autorité en tant qu'il ne s'agit pas de la confondre avec un pouvoir ou une coercition, donc un ensemble de règles que l'on accepte, auxquelles on fait consentement. Donc nous le verrons déjà dans le rapport entre les athlètes et le coach, puis ensuite nous le verrons au niveau des jeux et des règles. Alors nous allons d'abord commencer par une des deux questions. Peut-on s'entraîner sans coach? Alors en fait, c'est un peu une question miroir qu'on peut poser parce que l'un et l'autre sont en fait des coachs. Alors Bernard Turpin, comment définiriez-vous un coach? Et puis, quelle qualité faut-il pour être finalement cette figure d'autorité qui est un coach? J'en profite pour rappeler, mais ça tout le monde le sait, mais c'est quand même pas anodin, qu'un coach c'est un terme anglais pour dire qu'on est un entraîneur, qu'on fait du coaching, et qu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années, on ne parlait pas de coach. On disait entraîneur. Merci. Même pour moi, le coach, c'est un homme ou une femme qui a des compétences reconnues, par l'État, parce que vous savez que la loi le précise. Nul ne peut entraîner l'éducation physique et le sport s'il n'est titulaire d'un brevet d'État. Ça date de 84, mais ça a été repris en 99 par Marie-Georges Buffet et remodifié un petit peu en 2000-2001 par Jean-François Lamour, mais l'esprit est resté le même. Et pour moi, le coach, puisqu'on parle d'autorité, il y a 3 formes d'autorité. Il y a l'autorité de fonction, c'est-à-dire que le coach est nommé, soit par l'institution, soit par l'État, quand c'est des professeurs d'éducation physique, soit le coach, l'athlète choisit soi-même son coach. C'est le cas, par exemple, du tennis, où les tennismen ou les tenniswomen choisissent l'encadrement qu'ils souhaitent. La deuxième forme d'autorité, c'est une autorité de compétence. Comme je viens de le dire, le coach a une expertise, il est diplômé. Et puis, la troisième autorité, c'est l'autorité naturelle du coach. C'est ce qu'on peut appeler le leadership. Et donc, on est sur le coach au cœur même des entretiens d'Auxerre sur ces 3 formes d'autorité. Je crois que dans les propos liminaires que j'ai entendus jeudi soir, ils avaient abordé l'autorité de compétence, l'autorité de fonction, mais pas l'autorité de fonction. Et donc ça me semble aussi important, parce que le respect dû à l'institution fait que cette autorité, elle existe. Oui, c'est vrai. Mais vous avez parlé aussi beaucoup du sacré. Oui. Et des aspects religieux, tout en expliquant justement que, au niveau des institutions, leur disparition posait problème et qu'on cherchait l'autorité. Mais alors, Bernard Turpin, est-ce que certaines qualités sont nécessaires? Parce que c'est bien beau d'être compétent, d'avoir des diplômes, mais les élèves ne savent pas toujours, non seulement que vous les avez, ni évaluer votre compétence. Est-ce que c'est l'efficacité? Est-ce que c'est l'exemplarité qui fait figure d'autorité chez un coach? Un peu tout à la fois, je dirais, parce que quand il est nommé, c'est parce on lui a reconnu des qualités. C'est forcément un ancien pratiquant qui connaît son domaine. Et puis, bien sûr, après, sur l'autorité naturelle, il faut faire preuve d'empathie. On ne traite pas Pierre comme on traite Paul. Il faut s'adapter à tous les publics, à tous les caractères qui se posent, notamment dans les sports collectifs. Vous savez, dans les sports collectifs, une équipe, c'est 25 individus. En football, vous en mettez 11 sur le terrain, donc il y en a 14 qui tirent la gueule.
Et puis, sur les 14 qui restent, il y en a 8 qui vont être remplaçants. Bon, ceux-là, ils ont un demi-sourire. Et puis, tout le reste, là, ils voyissent véritablement parce qu'ils sont pas dans le groupe. Donc, c'est quelquefois difficile à gérer. Alors, vous parlez d'autorité naturelle dans les publications, dans la littérature scientifique, la psychologie du sport ou autre. Ces dernières années, on n'utilise plus ce terme d'autorité naturelle. On ne le retrouve plus. Est-ce que pour vous, On ne retrouve plus le terme d'autorité naturelle qu'on... Oui, on utilise maintenant des termes anglais qui veulent dire exactement la même chose et qui sous-tendent exactement les mêmes pensées. Donc vous diriez que ce sont d'abord les qualités humaines qui font passer les choses, même si... Non, d'abord les qualités, d'abord la compétence technique. Un coach doit être, même s'il a des adjoints, même si on tend maintenant à un petit peu saucissonner l'activité entre la préparation physique, la préparation mentale, la préparation technique, la préparation tactique. C'est quand même le coach qui supervise dans le sport collectif, c'est quand même le coach qui supervise la totalité de ses adjoints. Et le coach ne peut pas avoir une compétence pointue dans tous les domaines. Et pour cela, il a besoin d'adjoints, mais il faut que tous ces adjoints se coordonnent. Il faut que tout le monde tende vers un but commun, qui est la réussite de l'équipe, et donc vers l'efficacité. Donc finalement, c'est les résultats qui permettent de valider la compétence et le consentement à l'autorité du coach ? Ben oui, parce que on le voit 10 fois par an, entre la première et la deuxième division, des joueurs qui remettent en cause le coach, et c'est toujours le coach qui saute. Voilà. Il n'y a pas d'autre. Mais alors ça peut être contradictoire. On pourrait penser qu'un excellent coach qui a tous les diplômes, qui connaît le mieux les mécanismes de préparation physique, puisse être renvoyé alors qu'il est compétent. Prenez le cas du Paris Saint-Germain. Des coachs mondialement reconnus dans le monde du football se succèdent. Et la Coupe d'Europe n'est toujours pas là. Oui, puis c'est peut-être pas pour cette année, vu le nombre de points qu'ils ont avec les nouvelles règles. Ils ont 4 points, je crois. Alors, on reviendra sur donc votre expérience, Bernard. Je vais passer à Monsieur El Badaoui. Alors, vous êtes donc un athlète particulier, El Badaoui, parce que vous êtes à la fois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que vous étiez aussi coach, vous êtes à la fois athlète et coach. Donc, sans être schizophrène, comment faites-vous ? Parce que vous êtes un autodidacte, on s'est un peu entretenu avant, bien entendu, vous imaginez cette table ronde, et vous m'avez dit qu'au fil des ans, vous avez su assimiler, adapter, et puis comprendre les évolutions de la préparation physique, de la préparation mentale. Tout ce que Monsieur Turpin vient d'évoquer. Je vous rappelle par exemple que ça s'enseigne de manière très scientifique. Dans les ouvrages de Bernard Turpin, on a des longues séries de tableaux avec des proportionnalités, des progressions, des calendriers. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement rigoureux. Donc vous, comment avez-vous fait, Monsieur El Badaoui, comment vous disciplinez-vous ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Concernant le sport, le coaching, tout d'abord, moi, ma relation avec le sport revient très loin, parce que je viens, comme vous disiez tout à l'heure, d'un petit village qui s'appelle Bzou, mon village natal dans le Moyen Atlas. Tout petit, j'aimais le sport, j'aimais courir. Et il faut savoir qu'on a un petit village de 3000, 4000 habitants à l'époque, où il n'y avait ni structure sportive, ni coach, ni terrain, à part un terrain de foot en terre. Et j'aimais beaucoup jouer au foot et courir partout, que j'étais très, on va dire, entre parenthèses, excité. Et ce mouvement et ce sport, ça me faisait un grand bien sur le plan psychologique et physique. Et il y a un grand événement qui m'a beaucoup inspiré, c'était en 1984, je pense, et on a parmi vous qui doivent se rappeler, c'est les Jeux Olympiques de Los Angeles.
Et je regardais ça au Maroc, on n'avait pas la télé à la maison, mais ma tante, elle en avait une télé en noir et blanc. Et ça m'a tellement inspiré que j'ai continué sur ma voie sportive. J'ai beaucoup aimé l'ambiance des stades, l'énergie, le dépassement des athlètes. Et ce dépassement ne m'a jamais quitté, ça continue aujourd'hui et ça continuera jusqu'à la fin de mes jours. Et après, je suis arrivé en France en 88, tout en continuant à s'entraîner. Et pour moi, le sport, ce n'était pas un métier, c'était juste un plaisir. Et je suis venu là pour trouver un équilibre et pour m'en sortir, bien sûr, parce que ma priorité de priorité, c'était aider ma femme et mes parents, mes parents et ma famille. Donc, je devrais trouver un équilibre entre le sport et le travail. Et c'est ce que j'ai fait depuis une trentaine d'années. J'ai travaillé à Auxerre dans un établissement hospitalier une vingtaine d'années. J'ai vu qu'il y a quelques collègues ici qui me reconnaissent un petit peu. Je le salue et merci d'être là. J'ai continué dans ce sens. Et mon parcours, il est un petit peu particulier, comme disait notre présentateur. Avant, j'étais très amoureux de la piste, des crosses, des trails, etc. Où je gagnais à peu près toutes les courses de Lyon dans notre département. Ça me faisait un grand bien. Mais ce qui me faisait un grand bien, ce n'était pas la victoire, c'était la pratique de sport qui me fait... Moi, j'étais plutôt pour le plaisir santé. Et donc, ça me fait un grand bien. Et j'ai essayé de trouver des entraîneurs et j'ai jamais gardé un entraîneur plus qu'un mois parce que j'aimais pas cette structure de programme, parce que j'ai toujours aimé m'entraîner à mes sensations, on va dire. Mes sensations. Donc, pour moi, j'avais pas de plan de carrière. Mais le dépassement de soi, ça fait partie de moi. J'aime bien me dépasser, j'aime bien me définir des défis. Et du coup, depuis, je n'ai jamais eu d'entraîneur. Et par contre, je me suis toujours inspiré des entraîneurs, des grands entraîneurs. Et un des grands entraîneurs qui m'a inspiré, il n'a rien à voir avec la course à pied, c'est M. Guiraud, que tout le monde le connaît, et qui m'a beaucoup encouragé et qui m'a aidé aussi dans les soins à l'intérieur de la GIA. Parce que je suis déjà intervenu en tant à la GIA, au centre de formation. Et pour moi, Guiraud, c'est un très, très, très bon coach. C'est vraiment l'exemple de coach que j'apprécie beaucoup parce qu'il ne suffit pas d'être un coach et un diplôme pour entraîner. Parce qu'un coach a besoin déjà d'un autre coach. Et pour entraîner et devenir un très grand coach, je pense que le coach doit, au-delà de l'aspect technique et l'aspect, on va dire, officiel, il faut rentrer dans le cerveau de l'athlète ou du joueur. Parce qu'il y a aussi l'environnement et il y a aussi plein de paramètres que le coach doit quand même prendre en compte pour aider l'athlète ou le joueur à évoluer dans sa vie sportive et dans sa vie tout court. Et je pense Guiraud, il m'inspire beaucoup là-dessus et je pense que sa réussite, il n'est pas pour rien. Alors, on va revenir sur Guiraud. Est-ce que vous pouvez nous donner la manière ou nous donner des exemples dans la manière dont vous vous entraîniez? Comment vous saviez, puisque un coach, c'est celui qui aide l'athlète à s'améliorer, à augmenter ses performances. D'ailleurs, c'est la même racine que l'autorité, c'est quand on réussit à augmenter quelqu'un. Là, c'est dans le domaine sportif, il a de meilleures compétences. Et c'est aussi des bons conseils, c'est éviter de se blesser, comment concilier la nutrition, la préparation sportive, le mental. Comment vous avez pu, puisque vous n'avez pas pu avoir d'entraîneur, vous aviez des figures inspirantes, mais dans un autre domaine, donc dans le domaine du fond, du demi-fond. Comment faisiez-vous? Quel matériel? Quel régime alimentaire? Comment vous nous avez dit que vous entraîniez aux sensations, mais ça veut dire quoi? Alors, tout d'abord, il faut savoir que les diplômes, etc., parce qu'avant, avec l'expérience, un athlète qui a une belle expérience et un athlète de haut niveau, il peut entraîner une équipe ou un athlète sans diplôme. Ce n'est que ces dernières années que les diplômes existent. Donc, avec l'expérience, on peut entraîner. Moi, au fur et à mesure, avec l'expérience, j'étais très curieux en ce qui concerne les entraînements, lisant des livres. Et vous avez lu aussi, vous m'avez dit. Vous avez lu. Oui, j'ai lu beaucoup. J'étais très, très curieux. Je le suis toujours parce qu'on a toujours besoin d'apprendre. C'est jamais fini. Même si, comme disait Voltaire, même si tout, on ne sait rien. En fait, on a toujours besoin d'évoluer, d'apprendre. Et j'étais très intéressé par les méthodes d'entraînement parce qu'il faut savoir, les méthodes d'entraînement, ça change un petit peu tous les 2 ans.
avec un peu l'évolution scientifique, avec la médecine scientifique, les entraînements changent, donc on apprend toujours des choses et on évolue avec. Et moi, j'ai joué le rôle d'entraîneur et d'athlète en discutant avec d'autres entraîneurs et en s'entraînant avec des athlètes. Et j'ai fréquenté pas mal d'athlètes au niveau, que ce soit au niveau olympique, au niveau régional, ou interrégional, ou national. On discute beaucoup d'entraînement. Et puis, je me nourris de tout ça, de mes lectures, de mon expérience et l'expérience des autres, pour un petit peu distiller ce qui me convient à moi. Et j'ai évolué tout le temps comme ça, dans ce sens. Donc c'était une préoccupation permanente. Vous étiez complètement baigné, vous baigniez complètement dans ces méthodes d'entraînement. Ah oui, tout à fait. Parce que moi, courir, au début, c'était un plaisir qui devenait une passion et qui devenait vraiment une philosophie de vie. Donc, tout ce qui est autour de l'entraînement, de la course à pied, etc., ça m'inspire beaucoup et je suis très curieux, même encore là, je suis très curieux pour apprendre, pour discuter entraînement, pour discuter diététique, pour discuter à tout le niveau, tout ce qui est autour de l'entraînement. Donc, on pourrait dire, en quelque sorte, que c'est cette manière de faire qui fait que vous êtes à la fois votre coach, votre propre coach, et vous êtes vous-même l'athlète, parce que vous êtes en permanence en train de chercher à vous améliorer, et vous êtes toujours à l'écoute de votre corps. C'est une sorte d'ascèse permanente. Vous êtes dans une discipline permanente. La discipline, c'est très important. Pour moi, la discipline, c'était tout le temps naturel. C'était toujours naturel parce que je faisais ce que j'aime et je me rendais pas compte de l'effort que je faisais, même si ça me demandait énormément de temps, énormément d'énergie. Ça me fait tellement plaisir que la discipline, elle est devenue naturelle dans ce sens. Et vous avez pu donc éventuellement découvrir une méthode que vous pourriez un jour expliquer dans un livre ? Oui, un livre, il est en route, il sera prêt normalement, j'espère, l'année prochaine, où je vais pouvoir, parce que moi j'aime bien, je fais le sport aussi, c'est pour partager, parce que faire quelque chose pour soi, c'est pas vraiment intéressant. Et voilà. Bon, on va en reparler. Alors, vous parliez de Giroud, donc je prends la balle au bon, sans jeu de mots. Alors, vous avez eu toute une série de publications dans les années 80-90 sur les relations entre les entraîneurs et les coachs, entre les entraîneurs et les parents, entre les parents et les enfants qui sont athlètes. Il y avait une sorte qu'on appelait de triangle sportif, on appelait ça aussi la famille sportive. Et ces derniers temps, dans les dernières tests, dernières publications, on se rend compte qu'on revient sur cette idée du leadership de l'entraîneur. Et c'est plutôt la dualité entraîneur-entraîné qui revient au devant des préoccupations. Donc ça nous amène à réfléchir peut-être à ce qu'est un entraîneur charismatique, qui faisait partie de la typologie que nous a présentée Bernard Turpin. Alors est-ce que ça s'applique qu'à Giroud, cette qualification, et comment vous pensez qu'on pourrait la définir, Bernard Turpin ? Dans les relations qu'il y a maintenant entre la famille, l'athlète et puis, je dirais, l'institution, est venu se glisser depuis quelque temps un personnage bizarre qui est l'agent. Autrefois, quand j'ai dit l'agent, pas l'argent, hein. Encore que autrefois, quand vous recrutiez un joueur, vous alliez voir la famille, vous aviez repéré le joueur, vous allez voir la famille, ça discutait d'éducation, ça discutait de conditions matérielles, à savoir comment il serait logé, comment il ferait des études. Tout le monde se quittait, si tout le monde était d'accord, on se quittait sur une poignée de main. Des garçons comme Cantona, comme Ferreri sont arrivés de cette façon-là. Charbonnier. Maintenant, il y a des agents qui n'ont pas le droit de se faire rémunérer avant que le jeune ait 18 ans, mais qui interviennent qui sont porte-parole de la famille et qui interviennent vis-à-vis du club. Alors, il y a deux types d'agents. Le cousin de la copine du grand frère, qui n'a pas forcément de compétences, mais qui veut beaucoup,
beaucoup d'argent, beaucoup de garanties. Et puis les vrais agents, ceux qui ont, là encore, passé des diplômes, qui sont reconnus par la Fédération française de football, par l'UEFA, et qui, eux, voient l'intérêt du gamin, avant toute chose. Une anecdote, nous avions à la Géocère un jeune issu du département, et quand on lui a proposé son premier contrat, il l'a refusé. Il est allé dans un club en Angleterre. Ce club lui a donné une somme hyper importante. Il n'a jamais joué. Il est revenu et actuellement, il joue au niveau régional 1. Donc, je pense qu'il parle anglais. Qu'il a fait l'effort de parler anglais. Mais il est revenu et il joue à un niveau indigne des potentialités qu'il avait à ce moment-là. Donc la relation entre l'athlète, la famille et l'institution est maintenant, c'est plus un triangle, c'est un carré. D'accord. Et donc ça complique un petit peu les choses. Et Giroud, il est dans le carré ? Pardon ? Le Giroud, il est dans le carré. Quelle est la place que vous lui donneriez ? Est-ce que c'est une figure d'autorité classique ? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un de charismatique ? Ce sont seulement ses résultats qui ont compté ? Ça fait que je l'ai connu en 1976. C'est lui qui m'a fait venir. J'étais prof d'éducation physique dans le Nord. Et donc, je le connais assez bien. Je me suis opposé souvent à lui. Giroud a une méthode particulière. Il veut tout maîtriser. Il a compris ça, qu'il fallait tout maîtriser et qu'il fallait aussi, pour pas être embêté par les dirigeants, faire en sorte d'apporter de l'argent pour que ça vive. Et c'est lui qui démarchait les sponsors, c'est lui qui les trouvait. Et donc les dirigeants étaient contents, mais ils n'avaient pas grand-chose à faire et puis le club vivait bien. C'est aussi quelqu'un qui est très militaire. Il y a quelqu'un dans la salle qui va sourire, parce qu'on en a discuté il y a 2 jours. Et son père était militaire, il est fasciné par Napoléon, et donc il s'en tient beaucoup, il s'intéresse beaucoup aux détails. On dit souvent le diable se niche dans les détails, hein. Lui, c'est son cas. Il y a des règles. Vérifier tous les détails de tout. Comme Napoléon. Comme Napoléon. Comme Napoléon, peut-être. Je l'ai moins connu. Donc, je peux pas trop comparer. On a ici le Cognet, hein, qui est un ancien brave, qui raconte comment, pendant la campagne de Russie, il vérifiait même l'intérieur des chariots pour vérifier qu'on avait bien le nombre de boulets, qu'on avait bien le nombre de pansements. Donc, on a quand même des preuves de cette minutie. Mais il y a une similitude, hein, mais c'est intéressant de voir que Giroud est donc une figure d'autorité un peu traditionnelle. Oui, c'est une figure d'autorité traditionnelle. Je vous dis qu'il s'attache beaucoup aux détails. Alors, je vois maintenant la grande mode sur les terrains, c'est de les arroser avant les matchs, à la mi-temps, pour accélérer le jeu. Autrefois, c'était pas le cas. Et quand vous jouez sur un terrain sec, vous utilisez un type de chaussure. Quand vous êtes sur un terrain qui est plus gras, un autre type de chaussure. Et dans le staff, il y avait quelqu'un qui était chargé à la porte de vérifier que le gars avait les bonnes chaussures bien adaptées au terrain. Alors ça me fait rigoler maintenant quand je vois dans les retransmissions télévisées, un gars qui glisse, qui perd le ballon, l'équipe adverse contre-attaque et bute. Ça ne devrait pas exister. C'est comme si dans l'automobile, il y a des roues avant, des roues arrière, les gars mettaient les roues avant devant et les roues
les roues arrière devant. Et voilà, il y a tous ces détails que Roux maîtrisait parfaitement. Oui, moi, quand j'étais arrivé dans Lyon, il y a un moment, la première chose qu'on m'avait raconté quand on m'avait présenté Giroud, c'est que quand il était encore non pas entraîneur au niveau où il a brillé, donc dans des ligues régionales, il avait une fois qu'il y avait un match sur terrain lourd avec beaucoup de pluie, il était allé acheter tous les crampons dans la ville, c'était pas Auxerre, dans la ville où se tenait le match, pour qu'ils ne puissent pas voir jouer. Alors même si c'est pas l'équipe adverse puisse jouer pour pouvoir gagner. Alors même si c'est qu'une anecdote et que c'est pas vrai, c'est quand même révélateur. Alors il y a une thèse de Valentin Roux sur la REE, c'est-à-dire la qualité, la relation entraîneur-entraîné de 2022, qui a été présentée à Grenoble, qui met l'accent justement sur cette qualité et qui remarque que dans les sports de haut niveau, c'est une thèse qui s'est faite à partir du handball, qui remarque que lorsqu'il y a beaucoup de sports intensifs, les athlètes ont tendance, quand ils se blessent ou ont des difficultés, à en vouloir à l'entraîneur. Mais par contre, quand il y a des progrès, quand il y a une amélioration des résultats, à ce moment-là, le coach, l'entraîneur, devient beaucoup plus respecté et beaucoup plus apprécié. Donc on a bien la preuve quand même que l'entraîneur est quelqu'un qui fixe des règles, mais qui aussi apprend à les faire passer, doit savoir les faire passer. Et vous, sur Giroud, c'est ce que vous nous disiez un petit peu tout à l'heure, même si ce n'était pas directement votre coach, vous trouvez qu'il avait cette capacité à faire comprendre à l'athlète comment se dépasser? Oui, tout à fait. Je discutais beaucoup avec M. Roux depuis une trentaine d'années et je l'observais quand il entraînait, etc. parce que j'étais à l'AGIA en soins. Honnêtement, c'est un très très grand coach. Seulement, je dirais tout simplement, à l'heure actuelle, en ce moment, sa méthode, je ne sais pas si elle marcherait actuellement, en ce moment, parce que les méthodes de communication, le mode de vie a beaucoup changé. Donc, en tout cas, sa méthode, elle a fait sa preuve. Et je pense que Giroud, il avait des qualités humaines extraordinaires au-delà de ses connaissances en tant qu'entraîneur, c'est l'aspect technique. Il a ce qu'il faut pour faire progresser les joueurs et le foot dans Lyon et Auxerre, parce qu'il prend en compte, je pense, et j'insiste là-dessus, il prend en compte l'aspect familier, l'aspect humain des joueurs. Et ça, je pense, ça a joué un rôle très important pour la progression des clubs et l'évolution de tous les joueurs de l'AGIA. Oui, alors, ça me fait penser que vous évoquiez, Monsieur Turpin, le Paris Saint-Germain, hein, qui a maintenant un nouveau campus à Poissy, je crois, alors qu'avant c'était au Camp des Loges. Et peut-être que certains l'ont vu, il y a une série en 3 épisodes qui s'appelle Luis Enrique, vous ne pouvez pas comprendre, qui raconte la saison passée en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, qui malheureusement a été éliminé en demi-finale contre Dortmund, je crois. Et donc, ça nous rapproche de cette médiatisation de Giroud qu'on évoquait à l'instant. Et je me posais la question en réfléchissant donc à cette table ronde, est-ce que finalement on ne donne pas au sport un rôle plus important qu'il ne devrait, puisque si l'autorité disparaît, si on n'a plus confiance dans les diverses institutions, est-ce qu'on ne sert pas du sport comme un marqueur de l'autorité? Une figure médiatique et d'autorité classique comme Giroud ou celle de Luis Enrique, si vous regardez, vous verrez, c'est quelqu'un de très exigeant, qui peut piquer des crises de nerfs, jeter les bouteilles d'eau dans le vestiaire, et puis qui veut aussi être exemplaire. Il vit lui-même une forme d'ascèse, il ne mange qu'une fois par jour, il s'impose beaucoup d'heures de vélo, beaucoup de musculation. Donc est-ce que vous ne pensez pas que le sport est peut-être cette figure d'autorité qui manquerait dans notre société, qu'on veut lui faire jouer ce rôle? Bernard Turpin. Je ne sais pas, autrefois on disait du pain des jeux pour asseoir l'autorité. Maintenant, ça ne serait plus tout à fait comme ça. Le pain a toujours son importance. Le sport, ce serait plutôt le dérivatif pour, comment dirais-je, ne pas penser au reste. Oui, vous pensez que c'est une façon d'occuper le peuple? Oui, peut-être. Oui. Alors,
Monsieur El Badawi, vous connaissez la devise olympique de Pierre Coubertin. On en a beaucoup parlé cet été. Altius, Fortius, Situs. Je ne l'ai pas donné dans l'ordre. C'est Situs, Altius, Fortius. Plus vite, plus haut et plus fort. Augmenter ses performances. Donc, il semblerait que cet idéal soit maintenant insuffisant pour certains des sportifs, et vous en êtes peut-être un bon exemple, entre autres cas. Est-ce que vous considérez qu'il faut toujours se dépasser, aller plus loin, sortir des cadres? Je rappelle par exemple que vous avez fait en vélo en 2022 un périple qui vous a conduit au Qatar. Vous étiez même parti en faisant un tour d'honneur à la mi-temps d'un match Auxerre-Lorient, symboliquement. Puis après, vous avez fait 53 jours de vélo, 6400 km, vous avez traversé toute l'Europe, la Turquie, l'Arabie. Alors, pourquoi ce dépassement? Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas déjà de faire un marathon, 2 marathons? Pourquoi toujours plus? Bon, écoutez, c'est très difficile de répondre à cette question de façon cartésienne, parce que même moi, je ne sais pas pourquoi je fais tout ça. Mais donc, je veux dire, dans ma vie, j'ai toujours aimé les défis. Et pour moi, le premier défi que j'ai dans ma vie, c'est déjà de quitter mon pays et ma famille, arriver à Auxerre, où il n'y avait aucune famille. Donc, les défis, pour moi, ça fait partie de la vie. Et pour parler sport, ces défis ne sont pas venus comme ça à l'avance, sont venus avec l'évolution de ma carrière ou de ma vie. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait ma petite carrière pendant une trentaine d'années à travers des compétitions, on va dire officielles, sous l'égide de la Fédération française, comme la piste, le semi-marathon, 10 km. J'ai encore le record d'Oliane depuis 25 ans, du semi-marathon, qui me fait plaisir. Et donc, j'ai gagné toutes les courses. Et comme je vous ai dit, le dépassement de soi et la curiosité, l'envie d'aller voir toujours ailleurs, ça fait partie de ma vie. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, j'avais un rêve qui avait beaucoup mûri dans ma tête, c'était de rallier Auxerre, ma ville adoptive, avec mon village natal. Parce que pour moi, c'était très intéressant de ne jamais oublier d'où on vient et reconnaître où on vit. Donc, j'avais pensé à les rallier en faisant quelque chose que j'aime, qui est ma passion, la course à pied. Et c'était une chose faite en 2019. Je ne suis pas tout seul dans le projet, il y avait une équipe autour de moi, bien sûr, parce qu'on peut avoir tous les rêves du monde, tout seul, on ne fait rien. Mais je veux dire, c'était un rêve que j'ai réalisé qui m'a fait énormément plaisir, avec beaucoup d'émotions. Pour moi, c'est comme si j'avais créé un lien entre Auxerre et mon village natal, le Maroc, et entre l'Europe et l'Afrique. Et pour moi, le sens de la vie, le sens des sports, c'est ça vous faites. C'est approcher les gens à travers les valeurs des sports. Oui, effectivement, là on retrouve aussi l'idéal de Coubertin et l'idéal original, hein, celui de la trêve olympique entre les cités grecques qui s'entretuent. Et puis le sport, c'est plus que du sport, plus que de la compétition, ce sont aussi des valeurs, effectivement. Mais j'ai envie de vous dire, de manière un petit peu facétieuse, si vous avez eu un coach avec les qualités sportives que vous avez, vous auriez pu gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ou est-ce que vous avez préféré justement ces aventures sportives qui ont beaucoup plus de dimensions quasi un peu religieuses, hein, d'une certaine façon? Vous avez un idéal d'ascèse. Écoutez, je pense, on me l'a déjà dit, on m'a déjà proposé, quand j'étais à Auxerre, j'ai déjà été recommandé par d'autres clubs autour de Lyon, à Troyes ou à Dijon, etc., pour changer de club, pour un peu plus de moyens, etc. Mais l'argent, ça n'a jamais été ma motivation. C'était mon bien-être. Je suis quelqu'un je veux dire, je sais pas, il n'est pas très matérialiste, même s'il faut quand même dans la vie. Donc, je ne donne pas trop attention à l'argent. Tout à l'heure, on parlait d'argent. Dans le foot, il faut savoir que moi, mes défis, toute ma carrière, j'ai toujours payé une petite partie de ma poche et je galère toujours pour trouver des sponsors. Donc, pour moi, c'est un autre défi. Donc, plus le défi, donc ça me demande énormément d'énergie.
Et au fait, c'est ça qui me fait plaisir, c'est de réaliser ce que je veux et ce que j'aime. C'est ça qui me fait plaisir. Vous parlez tout à l'heure qu'avoir un coach, avoir une médaille d'or. Alors, avoir une médaille d'or, champion olympique, c'est très bien. Mais je ne sais pas si je serais... ça m'apporterait ce bonheur que j'ai. Je ne sais pas, c'est une question que c'est très difficile à répondre. À choisir, je choisirais comme je suis. Vous avez déjà choisi, en fait. Ouais, et ouais. puis, vous avez été efficace. Donc, vous avez été un bon coach pour vous-même. J'espère. Oui. Alors, un coach, ça fait respecter des règles. On va terminer sur peut-on jouer sans règles. Et puis, à la fin, nous garderons un quart d'heure pour des échanges avec le public. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'agace quelquefois. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour vous. Quand je regarde un match et que je vois un très beau but, ou quand je regarde un match de tennis et qu'il y a un très beau point, et qu'il est d'un seul coup annulé parce qu'il y a la VAR, l'assistante vidéo, l'assistance à l'arbitrage vidéo qui va annuler ce match, ce but, pardon, parce qu'il y a 2 mm de hors-jeu, ou bien parce que c'est sorti de 3 mm de la ligne du terrain de tennis. Et pourtant, ce sont les règles. On a l'impression que les règles sont de plus en plus respectées de manière stricte. Ça paraît contradictoire, Bernard Turpin, avec l'idée qu'on pourrait avoir que les jeunes ne respectent plus les règles, qu'on est une société où les règles se dissipent. Qu'en pensez-vous ? Non, je pense que la règle doit être respectée. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout l'apprentissage de la règle. Vous savez, dans le jeu, et ça a été étudié par de nombreux auteurs, les enfants commencent par jouer tout seuls, avec des objets, puis ils jouent parallèlement, ils sont ensemble, ils sont 3, 4, mais ils jouent à des jeux différents, et puis après arrivent les jeux de coopération. C'est-à-dire que les enfants se fixent eux-mêmes des règles pour jouer. Tout simple, quand il y a un match de foot dans la cour d'école, personne généralement, parce que c'est du macadam ou du béton, personne veut aller être gardien. Et donc les enfants disent, eh ben, celui qui marque, après il va au but. Eux-mêmes se fixent les règles. Bon, dans les sports, les règles sont fixées, sont codifiées une fois pour toutes. Elles varient quelquefois, notamment en rugby, où ça varie quasiment tous les ans. Mais ces règles, elles doivent être respectées à la lettre, aussi dans l'esprit. Et l'introduction de la VAR est, je pense, due à l'importance de l'argent, des sommes mises en jeu pour éviter que l'arbitre ou quelqu'un puisse influer négativement sur un résultat. C'est une sorte de garant de l'impartialité, de la bonne application de la règle. Alors ça vaut ce que ça vaut, c'est compliqué. Bon, c'est un peu... Et puis, il y a le respect de la règle. Il y a des sports où la règle est respectée. On l'a vu encore aux derniers Jeux Olympiques. En judo, par exemple, il n'y a jamais de contestation. Et au dernier match de Teddy Riner, l'adversaire s'est un peu rebiffé. Il a pris cher, hein. Il a pris 2 ans de suspension. Au rugby, il n'y a pas beaucoup de contestation. Et parce que, dans les règles du rugby, je conteste 10 mètres, plus loin. Et les arbitres de rugby expliquent la faute en direct aux joueurs. Et le public l'entend. En foot, il y a beaucoup de contestations, mais les arbitres n'appliquent pas. Au tennis, pourtant un sport individuel, qui dispose des mêmes conditions que le foot, avec les caméras qui permettent de voir si la balle est sur la ligne, ou sur le court, ou en dehors, il y a quand même beaucoup de contestations. Donc je pense que c'est un état d'esprit qui ne peut pas être généralisé. Ce sont
et le sport en lui-même et les individus qui le pratiquent qui font que la règle est bien respectée ou pas. Alors, on parlait des règles et puis donc des athlètes ou des footballeurs ou des sportifs qui ne les respectent pas toujours. Vous savez, il y a 2 jours, je crois, Léo Messi, au cours d'un match entre l'Argentine et je ne sais plus quel autre pays, un pays d'Amérique du Sud, et donc a insulté l'arbitre, véritablement, de manière irresponsable. Est-ce que, en fait, ce genre d'attitude de la part de stars, ça met en cause la règle, ou est-ce que ça la renforce parce que médiatiquement, c'est lui qu'on va condamner? Et puis deuxième question, je vous la poserai aussi, Monsieur Badaoui, est-ce que les arbitres n'ont pas une position de plus en plus difficile en tant que détenteurs de la règle, en tant que garants de la règle? Si, ils ont toujours une... Vous savez, au départ, quand les jeux modernes se sont créés, il n'y avait pas d'arbitre. Il n'y avait pas d'arbitre. Les capitaines se mettaient d'accord s'il y avait une faute qui était commise contre la règle. Et puis, quand vous prenez le terme anglais d'arbitre, c'est referee. Quelqu'un qui est la référence. Et au départ, ce quelqu'un était même en dehors du terrain. Et s'il y avait un problème, on allait le consulter pour savoir qui avait raison, qui avait tort. Puis l'arbitre est venu sur le terrain. Puis on a mis des juges de touche. Et on a essayé de faire en sorte que les règles soient bien appliquées, justement appliquées, et que personne ne soit lésé. Après, dans le comportement que vous citez, c'est un comportement individuel qui s'apparente dans la vie civile à quelqu'un qui va agresser, une personne qui va en agresser une autre, et ça n'a pas lieu d'être. Donc, l'arbitre a une très grosse responsabilité. Je pense que la quasi-totalité des arbitres sont intègres et qu'ils essayent de faire du mieux possible leur job. Après, ils se trompent, ça peut arriver, ils apprécient mal, mais généralement, comment dirais-je, l'arbitre est intègre. Oui, puis peut-être qu'on oublie, parce que par la technologie, on a l'impression que toute règle se réduit à juste 1 ou 2 images. On oublie qu'une règle, ça s'interprète. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'est pas opérationnelle. Hein. Là, dans le cas de Messi, je crois que c'était contre le Paraguay, le match, il est sorti de la règle qui devrait s'imposer, qui est de respecter l'arbitre, bien entendu. Alors, vous savez que les sociologues comme Norbert Elias ou Eric Dunning nous ont appris, Foucault aussi, Michel Foucault dans Surveiller et punir, qu'on est passé d'une société très dure où on cherchait à domestiquer les corps dans les prisons, dans les garnisons, en faisant du sport, à une société dans laquelle on intègre les règles plus facilement par la pratique sportive. Donc, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a plus de fair play, où il y a plus de respect des règles, et c'est en partie vrai, puisqu'il y a de plus en plus de règles de protection des joueurs, etc. Qu'en pensez-vous, monsieur El Badaoui? Alors, je pense que dans la vie, de toute façon, il n'y a aucun jeu qui existe sans règles. Les règles doivent exister. Et vous parlez tout à l'heure de l'autorité. L'autorité, je pense, moi j'ai une fille de 15 ans, j'en ai parlé un petit peu, et il prend l'autorité comme quelque chose de négatif. Alors que l'autorité, c'est pas ça, vous faites. L'autorité, c'est quelque chose de positif pour pouvoir aider l'autre à évoluer en pleine liberté et dans le bon sens. Et l'autorité, on voit bien maintenant dans le monde et dans certains pays maintenant qu'il est même réclamé par les peuples, pour les gens qui cherchent l'autorité. Et les règles, on le voit bien aux États-Unis ou ailleurs. Et je pense que l'autorité, c'est pas quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de négatif, on va dire, pardon. Et évoluer dans les règles, c'est très important, c'est primordial.
Et donc voilà, pour pouvoir... Vous parlez tout à l'heure de Messi par rapport à l'arbitre, qui a insulté l'arbitre. Il faut savoir quand même c'est le plus grand joueur du monde et qu'il avait 7 ballons d'or et qu'il est censé être un exemple pour énormément des jeunes. Et donc quand on voit ça, je pense que ça fait un petit peu... Oui, vous avez raison. Alors, en plus, il a reproché à l'arbitre de ne pas avoir donné de carte rouge à un des joueurs du Paraguay, ce qui aurait empêché l'Argentine de gagner. Effectivement, là, on a peut-être un conflit entre ce qu'on pourrait appeler une figure médiatique, iconique, très puissante, avec un énorme palmarès, très riche, et puis quelqu'un qui est censé représenter la règle. Et comme le disait M. Turpin, c'est vrai que les arbitres sont très souvent intègres, presque tout le temps, et qu'ils sont là pour tenir la maison commune, et qu'heureusement qu'ils sont là. Peut-être aussi qu'on pourrait terminer cette table ronde en discutant un petit peu sur le rôle de l'autorité dans ses rapports à la démocratie, dans ses rapports à l'égalité républicaine, puisqu'on a parlé déjà de beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a un sociologue qui s'appelle Robert Damien, qui a beaucoup travaillé sur cette idée, non pas d'égalité des chances, mais d'égalité de la valorisation de ses capacités à travers le sport. Est-ce que le sport pourrait pas être le lieu où on peut, en fixant des règles qui s'appliquent à tout le monde, s'épanouir, progresser et valoriser ses talents individuels? Qu'en pensez-vous, Monsieur Turpin? Oui, le sport est un vecteur important de la socialisation, notamment chez les jeunes. Le jeu permet la socialisation, le jeu permet l'intégration des jeunes dans la société. Il y a des auteurs qui, dans le jeu, si on se réfère par exemple à un château, il donne des qualités au jeu. Et à un moment donné, il parle de l'appel de l'aîné, c'est-à-dire que le jeune, pour s'affirmer, prend l'adulte comme modèle et va essayer de copier cet adulte, de se mettre à égalité avec l'adulte. Il va donc devoir faire effort sur lui-même, progresser. Et on est là tout à la fois dans l'idée de progrès au niveau sportif, au niveau du jeu, mais aussi de progrès au niveau de la sociabilisation de l'individu. Oui, c'est tout à fait. Les travaux de Château sur les figures d'identification sont intéressants. D'ailleurs, vous-même, dans un de vos ouvrages, je vous cite, vous écrivez « L'éducateur devra tenir compte, il parle des adolescents un petit peu rebelles, devra tenir compte de cette personnalité changeante et difficile de l'adolescent. » Donc effectivement, le coach est celui qui permet de se construire, de grandir, et aussi celui contre lequel on va quelquefois lutter, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas positif. Oui, on se construit en s'opposant. Par exemple, chez les enfants, il y a ce qu'on appelle la période de négativisme, vers 3-4 ans. Quand on demande quelque chose à l'enfant, c'est toujours non, 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 non. Bon. Et puis, chez l'adolescent, on retrouve une période à peu près identique. Vous allez lui dire « ça, c'est blanc », il va dire « non, c'est bleu ». L'adolescent veut absolument prendre le contraire de ce que pense l'adulte. Donc, c'est s'opposer pour se poser. Et il faut tenir compte de ces phénomènes psychologiques de maturation de l'enfant, de l'adolescent, quand on est coach, quand on est éducateur, quand on est parent, parce que c'est un peu la même stratégie qui est adoptée. Et donc, ça demande pas mal de psychologie pour arriver à canaliser, pour arriver à faire respecter la règle, pour arriver à tirer le meilleur parti, en un mot, pour éduquer. Et si je devais définir véritablement l'autorité, je me référerais à quelqu'un qui a enseigné ici à Auxerre, qui est maintenant un grand philosophe, c'est André Comte-Sponville, qui dit que l'autorité, c'est le pouvoir d'ordonner
et l'art d'être obéi. Oui. Et donc le sport permet d'intégrer ces règles, hein, vous le montrez bien, de les assimiler dans le jeu, dans les pratiques. Alors c'est dommage que Véronique Morera ne soit pas là, car elle nous aurait été très utile pour comprendre tous ces phénomènes d'apprentissage par le biais des rencontres sportives entre écoles ou entre associations, dans une philosophie qui est celle de l'éducation populaire, et celle donc du rôle de l'école qui, par un apprentissage citoyen, permet donc aux enfants d'apprendre les règles de la République. Alors, au niveau de l'égalité démocratique, on n'aura pas le temps de développer. Je termine avec vous, Monsieur El Badawi. Donc vous êtes aussi quelque part sur les valeurs quand vous cherchez à faire un pont entre deux cultures. Le sport, c'est plus qu'une activité de performance pour vous. C'est une volonté de montrer qu'on a des valeurs communes qui nous dépassent à l'échelle mondiale ou dans une civilisation. Ah oui, tout à fait. Pour moi, le sport, c'est l'école de la vie d'abord. C'est l'école de la vie parce qu'il y a tout dans le sport. Il y a le dépassement de soi, il y a des règles. Il y a le dépassement de soi, il y a le respect de l'autre, il y a la discipline. Et au-delà de l'aspect, on va dire, l'aspect que peut apporter l'aspect psychologique, l'aspect mental, l'aspect de la santé, au-delà, il y a un rôle qui est très important que le sport peut jouer, c'est le côté social. Ça peut rassembler tout le monde et ça crée une énergie très forte, une énergie soudée et très forte. Et donc, moi, le sport, à travers le sport, je suis devant vous actuellement. Je suis venu d'un petit village du Moyen Atlas et grâce au sport, je suis devant vous à s'exprimer et à partager avec vous ce moment sur l'autorité et sur le sport qui m'intéresse beaucoup. Et je pense qu'on peut s'inspirer de sport et les valeurs de sport pour évoluer et avancer dans la vie. Oui, je vous parlais tout à l'heure de Robert Damien et de son éloge de l'autorité. Il insiste beaucoup sur l'esprit fraternel, sur l'esprit d'équipe qui réunit les gens derrière les règles. Et vous, à votre façon, alors que vous êtes dans un sport individuel, vous réussissez aussi à relier les gens sur d'autres peut-être valeurs qui ne sont pas directement liées au sport, mais qui sont quand même qui ont un certain rapport. Tout ce que vous avez dit tout à l'heure, je les applique à moi-même. Donc, et puis moi, il faut savoir qu'après mes défis, je partage ces valeurs de sport et surtout, j'ai envie, surtout à travers mes défis, à travers mes réalisations sportives et humaines, que dire indirectement ou directement, parce que j'interviens dans les collèges, les lycées, etc., les entreprises aussi, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre un athlète de haut niveau et un chef d'entreprise. Il y a beaucoup de gestion de stress, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais je pense que c'est très important de partager ces valeurs avec tout le monde. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et surtout, j'espère inspirer et dire aux jeunes, aux moins jeunes et à tout le monde que si on tient un rêve et un objectif, on peut le réaliser à travers la discipline, le travail et le respect de soi et de l'autre. Eh bien, merci, Monsieur El Badawi. Merci, Bernard Turpin. Nous allons passer maintenant aux questions, si vous voulez bien. Bonjour, vous m'entendez ? Je voudrais casser un peu cette version idyllique que vous nous avez présentée et que je respecte tout à fait. Mais depuis quelques années, on sait que la figure d'autorité du coach dans certains sports a donné lieu à des exactions, en particulier sexuelles, dans le patinage, dans l'équitation, etc., etc. Donc tout n'est pas parfait et j'ai l'impression quand même qu'il y a des coachs enfin, que certaines fédérations sont en train de faire le ménage. Je ne sais pas, j'aimerais avoir votre avis sur ce qui se passe à ce niveau-là. Et la deuxième chose par rapport à l'autorité du coach, moi je suis effarée quand j'emmène des enfants jouer au handball par exemple, de voir des coachs complètement hystériques sur le bord du terrain avec des gamins qui ne sont pas spécialement doués ni rien, leur hurler dessus comme s'ils étaient des pros de la JOCR. Voilà. Alors pour votre première question, c'est de ma faute si on n'a pas évoqué ce sujet parce que j'estimais qu'il n'était pas pertinent
Je pense que les problèmes d'abus, on l'a vu avec certains entraîneurs, dépassent le cadre sportif et c'est pas une question d'autorité dans le sport, si vous voulez. Je crois que là, même si je comprends qu'on puisse l'évoquer, par contre, sur le deuxième point, Monsieur Turpin, peut-être vous êtes le plus à même de répondre à cette question. Si, ça rejoint un petit peu l'autorité, dans la mesure où le coach exerce une autorité sur les jeunes, mais c'est un dépassement, j'allais dire, anarchique, vicieux, tout ce que vous voulez, de l'autorité. Donc, effectivement, dans le thème que nous abordions, c'était pas forcément l'angle par lequel il faut aborder. Par contre, il y a une deuxième question sur les coachs hystériques qui managent mal leur... Est-ce que vous avez été un coach hystérique, Bernard Turpin? Non. Non, je pense pas. Un peu, peut-être. Non, il faut... Le coach doit transmettre, que ce soit à un athlète en particulier ou à une équipe, une certaine forme de sérénité, une certaine forme de confiance en soi. Et le gars qui s'agite au bord du terrain ne transmet pas cette confiance. Il transmet de la fébrilité. S'il s'excite un peu trop, il va exciter ses joueurs et ses joueurs vont prendre des cartons. Donc c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Bon, après, il y a aussi le coach qui est au fond du banc et qui dit rien, qui laisse faire. C'est ça l'autorité naturelle du coach. Je pense qu'en plus, le mot coach, qui est d'origine hongroise, je crois, c'est une sorte de carrosse, hein, comme on parle du coche d'eau, il y a aussi des coches au sens de diligence, si vous voulez. Mais c'est un terme anglais qui désignait celui qui emmenait en diligence les étudiants à Oxford pour passer leur examen. Et par extension, ça devient celui qui prépare avec bienveillance, avec autorité, avec compétence, les athlètes dans le sport. Donc je pense que c'est une bonne définition, Bernard Turpin, que vous nous donnez là, et on peut que condamner, effectivement, madame, les coachs hystériques. Je pense que s'ils sont hystériques, c'est qu'ils n'ont pas bien compris quelle était la manière de faire progresser les jeunes. Le gros problème à l'heure actuelle autour des terrains, ce sont pas il y a peut-être des coachs, mais ce sont surtout les parents. Ce sont surtout les parents, il faut le reconnaître, notamment dans le football. Il doit y avoir 500 000 parents qui s'appellent Mbappé. Ils veulent tous que leur gamin ressemble à Mbappé. Ils veulent tous le téléguider. Et donc, autour des terrains, il y a une cacophonie pas possible. Et l'un des sujets très difficiles à traiter pour l'ensemble des clubs, c'est justement de garder à distance les parents, de les éduquer à ce qu'ils ne prennent pas leur fils ou leur fille, puisque maintenant il y a du football féminin, pour plus grands qu'ils ne sont. Et ça évite aussi, et on l'a vu dans certaines banlieues encore très récemment, ça évite les affrontements entre parents, les affrontements physiques ou les agressions de coach. Il y a un club dans le centre de la France qui a été victime de ça. Un coach a été agressé. Bon, le club a supprimé tous les matchs. Ça donne plutôt à réfléchir. Ils n'ont pas dû lire Robert Damien et son esprit d'équipe, son esprit fraternel. Non, exactement. Autre question ? Bonjour messieurs. Mais écoutez, moi je vous félicite parce que je viens de passer un très très grand moment et le sport a été à la base de vos propos. Le coach, on l'a toute sa vie. Il commence quand on est à l'école primaire par notre instituteur. Ensuite, on l'a au collège avec ses professeurs différents. Et je voudrais mettre l'accent sur la qualité du professeur d'éducation physique. C'est lui qui nous apprend à nous battre,
qui nous apprend à gagner, mais qui nous apprend surtout à perdre. Et ça, c'est très important. Et ce sont des choses qui nous suivent toute notre vie. Vous avez parlé du sport professionnel, et moi, je suis un fervent défenseur du sport amateur. Et M. Badawi en est un très bon représentant, puisque l'athlétisme, la base de tous les sports, est un sport par essence vraiment amateur. Alors, on mélange trop actuellement l'argent avec le plaisir du sport, mais je crois que pour paraphraser Buffon, qui disait, je dirais, le sport est l'homme même. Messieurs les enseignants, un grand merci, puisque grâce à vous, vous faites les hommes que nous sommes devenus. Merci. 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 Non, ça marche. En dessous. Faut vous mettre en dessous. J'y ai pas touché, mais ok, Voilà. merci. Je voulais vous remercier pour cette conférence. J'avais une autre question, mais d'abord, je voudrais réagir aux soucis des parents dont vous avez parlé. Donc, moi, je pense que vous voyez ça comme un problème et que c'est les erreurs des coachs aujourd'hui, c'est que souvent, ils veulent se détacher un petit peu des parents et les voir comme un problème. Et je pense que c'est vraiment une des grosses erreurs du moment, c'est que du coup, les coachs devraient essayer de manager les parents comme ils essayent de manager les athlètes, quel que soit leur âge. Donc du coup, de simplement considérer les parents, parce que c'est quelque chose qu'on est obligé de prendre en compte quand on entraîne des jeunes. Et ce sera toujours comme ça, parce que les parents, c'est la référence numéro 1 pour les jeunes. Une sorte d'école des parents, vous voudriez ? En fait, le coach doit aussi communiquer avec les parents comme il doit communiquer avec les joueurs. Pour que ça se passe au mieux, et souvent ils essayent d'écarter les parents qui ont autant d'émotions que les jeunes sur le terrain et les voir comme un problème. Je pense que c'est... Vous ne croyez pas qu'ils veulent éviter les pressions et éviter les inégalités Justement, les valeurs du sport, c'est des valeurs de l'égalité entre tous, et les entraîneurs sont là pour les faire respecter. Si les parents interfèrent dans la pratique sportive, on crée une inégalité. Oui, mais quand on s'adresse aux jeunes, est-ce que on est obligé de voir des parents comme des choses qui interfèrent ? Ça dépend pourquoi on fait du sport. Ça dépend de l'objectif, pourquoi les parents inscrivent leurs gamins dans tel ou tel sport. Voilà. Si c'est pour avoir une activité physique, avoir l'esprit, comme vient de le dire monsieur, l'esprit de compétition, savoir gagner, savoir perdre, parce que quand on joue, il faut envisager bien entendu la victoire, mais il faut aussi penser que l'on peut perdre. Oui, j'entends, mais pour le reverbaliser, est-ce que c'est pas le rôle du coach de verbaliser aux parents justement le pourquoi, pour que le parent trouve sa juste place ? Voilà, et c'est ce que je vous disais, c'est que quel est l'objectif des parents quand ils inscrivent ? Si c'est pour vouloir performer au plus haut niveau, ils vont forcément entrer à un moment donné en conflit avec le coach parce qu'il en fait pas assez, ça va pas. Donc écarter les parents complètement de l'équation et y voir un problème serait la solution. C'est pas les écarter, c'est simplement avoir une discussion avec eux. Placer les choses où elles doivent être. On ne peut pas exiger d'un gamin de 10 ans ce qu'on peut exiger d'un adolescent de 16 ans ou d'un adulte de 20 ans. En France, on n'est pas là, dans cette optique-là. Mais si vous allez au Canada, par exemple, plus, c'est mieux. Mais plus, c'est cher. Parce qu'au Canada, les choses, le sport il faut payer très cher pour s'entraîner. Et les parents canadiens qui veulent voir leurs enfants émerger, les inscrivent à des cours supplémentaires pour qu'ils sortent. Moi, j'ai une expérience au Canada où j'avais repéré un jeune que j'ai fait venir ici à Auxerre, et j'ai eu beaucoup de mal à convaincre ses parents qu'il s'entraînait trop et que c'est pour ça qu'il ne performait pas.
Et ça, le parent a envie que son gamin progresse, et le coach, lui, sait, par expérience personnelle, par connaissance, par compétence, le dosage qu'il est important. Alors je suis content parce que ce gamin-là, qui a maintenant 25 ans, est professionnel dans la deuxième ligue, juste derrière la MSL. Donc, oui, mais donc vous avez pris bien en compte les parents et vous n'avez pas essayé de les écarter. J'ai pas compris, pardon. Donc vous avez bien pris en compte l'avis des parents en essayant de leur expliquer. Oui, bien sûr. Mais c'est une force de conviction. L'entraîneur n'a pas autorité sur les parents. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs, le temps nous a manqué, ce sont ces parents peut-être un peu toxiques qui deviennent les entraîneurs de leurs propres enfants et qui se trouvent dans cette double autorité. Vous voulez en dire un mot, monsieur ? Juste un petit mot, je pense. Moi, j'ai une fille qui fait de sport. Bon, personnellement, je fais de la course à pied. Et quand les parents, quand on inscrit son enfant à faire des sports, c'est pas pour qu'il devienne une vedette ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pour l'aider et le faire comprendre, pour s'épanouir dans la vie, pour grandir, pour rencontrer les autres, pour apprendre à vivre avec les autres et se dépasser. Et le reste viendra après. Moi, j'ai une fille qui fait du sport. Bon, j'ai pas voulu influencer, ce qui est naturel et normal. Elle a choisi un sport que j'aurais jamais imaginé, c'est le patinage. Bon, je suis quelqu'un de très frileux. Donc voilà, là ce matin, il est parti à Paris avec sa maman pour une séance d'entraînement, coaching dinner. Moi, je l'emmène demain à 5h du matin. Donc il y a un aller-retour pour 1 heure de coaching. Je pense que les parents doivent sacrifier, entre parenthèses, pour leurs enfants, pour l'épanouissement. C'est pas pour devenir... moi, je sais même pas qui est champion dans ce sport, comment les règles, etc. Mais j'ai prêt à aimer ce sport à travers ma fille, à le comprendre et à l'accompagner, parce que je la vois heureuse et c'est vraiment mon bonheur, quoi. Donc, je sais pas, les parents qui s'excitent comme ça, ou les coachs je veux dire, pour un gamin de 10 ans, 12 ans, 13 ans, on n'a pas à parler d'autre chose que de pratiquer le sport, s'épanouir, et accepter les autres, à s'accepter, apprendre à perdre, parce que on peut pas gagner tout le temps, ça fait partie de la vie, et intégrer dans l'échec comme la victoire, comme l'épanouissement dans la vie naturelle de tous les jours. Voilà mon avis. Je pense effectivement que les valeurs morales et éducatives doivent primer sur le surinvestissement social et sur ces parents qui veulent à tout prix que leurs enfants deviennent des champions qui rapporteront beaucoup d'argent. On va peut-être prendre une toute dernière question éventuellement parce que le temps est terminé. Touche à rien. Oui, bonjour. Une question peut se tourner à Monsieur El Badawi. Je suis également marathonien et sans bornard. Et j'aurais fait une distinction concernant la course à pied. Donc la course à pied vraiment de loisir. J'ai commencé à courir pour évacuer la pression professionnelle que j'avais. Et après, je suis rentré dans un club, l'AJ Marathon, où là, je suis rentré un petit peu dans la compétition, où je pense que le coaching, les tableaux d'entraînement étaient indispensables à la progression. Et le groupe était très aidant pour progresser, si malgré tout, le jour de la course, on se retrouve seul dans sa bulle. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'entraîner avec un coach numérique ? À savoir que maintenant, quand je vais faire des footings, je croise souvent des personnes avec des écouteurs sur la tête, qui sont dans leur bulle, mais avec des choses qui dépendent du numérique, comme les salles de sport qui ouvrent à tout va sans coach. Je suis désolé, j'ai pas bien entendu la question. Est-ce qu'on peut s'entraîner avec un coach numérique en regardant des applications sur Internet, en ayant des... Alors, c'est une très bonne question. Bon, moi, je respecte les choix de chacun, parce que ça peut motiver à aller dans le bon sens. Et pour être honnête, moi, personnellement, depuis maintenant 30-40 ans, j'ai jamais utilisé ce genre de choses, ni les écouteurs pour écouter de la musique pour s'entraîner. Parce que quand je pars pour 2 heures, 3 heures des fois de footing, 1 heure et demie, c'est vrai que ça paraît pour certains ennuyeux.
Mais pour moi, je ne m'ennuie pas du tout, même pas une minute. Parce que j'aime bien m'écouter, j'aime bien écouter ma foulée, j'aime bien aller le plus loin possible dans mes réflexions qui peuvent aller au-delà des sports. Et j'ai l'impression, si j'aimais la musique ou quoi que ce soit, ça peut me déranger. Mais j'ai beaucoup de respect, mais chacun a sa façon. C'est ma façon de faire. Et des fois, même les chronos, je ne vais pas dire des noms, mais des applications qui peuvent mesurer le kilométrage, les sensations, les pulsations de cœur, etc. Je ne l'utilise jamais, rarement. Parce que j'ai toujours couru, je le répète, toujours aux sensations, toujours en relation avec la nature, avec moi-même, avec mes idées personnelles et mes objectifs surtout, parce que ça m'aide. Sans cette technologie, je suis, on va dire, très fort à penser à mes objectifs. On va terminer avec la réponse de Monsieur Turpin. Alors, sur cette question de coach informatique, numérique, il faut savoir qu'actuellement, on a des coachs d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a deux types de coachs. Et ça distingue l'activité physique du sport. Quand on dit sport, il y a forcément compétition, il y a forcément idée de performance, il y a forcément idée de progrès, de sacrifice, d'entraînement. Quand on dit activité physique, c'est plus pour le plaisir, pour la santé, on n'essaye pas de performer. Et actuellement, il se développe les coachs d'accompagnement, c'est-à-dire des coachs qui vont donner quelques conseils qui ne sont pas forcément présents quand la personne fait son activité, mais qui vont l'interroger, soit par Internet, soit par téléphone, soit en visio. Qu'est-ce que tu as fait? Combien tu as mis? Qu'a fait de temps? Oui. Pour la prochaine fois, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Et il y a des coachs il y a beaucoup de personnes maintenant qui, pour leurs propres besoins, font appel à des coachs d'accompagnement comme ça. Au fond, les gens aiment bien être commandés, quoi. Oui, voilà. Eh bien, merci, messieurs, pour cette belle table ronde.